Bonsoir à tous et à toutes. Du coup, moi je vais vous parler de Next.js et du cache. Je serais content de passer après un talk Remix parce que j'entends peu parler de Remix et j'en ai fait un petit peu. Et je vais d'ailleurs en parler un tout petit peu dans ce talk. Pour me présenter, je m'appelle Thibault Lanclos. Je suis du coup développeur web et mobile dans une société qui s'appelle Premier Octet, qui est une petite société d'experts de 10 personnes sur les technologies React Native. Je suis aussi formateur React Native, TypeScript via l'organisme de formation Joli Campus. J'aime beaucoup la musique, le vélo, le jeu vidéo, la science-fiction, un peu le panel du nerd complet. Mon Twitter c'est Tibbs et mon GitHub c'était Lanclos, si vous me cherchez. Ce soir, je vais vous parler du coup de Next et du cache. Je vais essayer de ne pas répéter 15 000 fois cache, mais ça va être difficile, honnêtement. Je vais vous faire un petit tour de Next rapidement, ce que c'est, d'où ça vient. Je vais vous parler du cache de manière générale, des différents types de cache qui existent en informatique. Je vais vous présenter rapidement les deux routeurs de Next. C'est important pour le sujet du cache notamment, et des outils qui sont liés à ces deux routeurs. Et pour parler plus concrètement, avec un cas ensuite concret d'un retour d'expérience d'un site qu'on a mis en place qui s'appelle Pixel App, qui est une plateforme construite avec Next, et plein de petits points supplémentaires d'attention et des extensions vers l'infrastructure avec le cache HTTP, les CDN, car je fais aussi pas mal d'architecture. Je suis anciennement dev PHP pendant de nombreuses années, et depuis 6 ans, je fais beaucoup de front et de mobile. Donc, c'est des sujets qui me tiennent toujours à cœur. Voilà. Du coup, Next.js, qu'est-ce que c'est? Donc, ça existe depuis un peu plus longtemps que Remix. C'est un framework concurrent qui existe depuis 2016. Ça a permis depuis le début de faire du rendu côté serveur avec du SSR pour server-side rendering. C'est un framework qui aime beaucoup les acronymes. Donc je vais essayer de ne pas en faire trop, mais je vais vous le traduire dans cette slide-là. Ça permet de faire de la génération statique, donc Static Seed Generation, SSG, et incrémental, donc c'est incrémental Static Regeneration, je crois. Et ça supporte les serveurs components et les server action, qui sont des technologies assez récentes dans l'écosystème React, plus ou moins 1 an. Et ça évolue très rapidement avec l'écosystème React, surtout parce qu'ils ont embauché les 3/4 de l'équipe React chez Vercel. Voilà. Pour le cache, alors le cache de manière générale, il y en a 3 types. Le premier, c'est du coup le cache mémoire, qui permet d'avoir un stockage rapide de données et facilement accessible. Une bonne analogie, c'est par exemple la mémorisation de fonctions, ou pour être plus physique, la RAM dans votre ordinateur. Ça peut être considéré comme un type de cache. Le cache disque, donc là, ça va être des données qui sont persistantes, par exemple entre 2 redémarrages d'un ordinateur. Donc le disque dur, c'est un type de cache. La base de données, ça peut être aussi un type de cache. Et enfin, le cache réseau, donc là, c'est plus un cache entre de l'infrastructure. Le meilleur exemple que j'ai, c'est le cache DNS que vous utilisez tout le temps dès que vous êtes sur Internet, qui permet d'éviter d'avoir des trop grosses latences quand on résout un nom de domaine. Donc c'était vraiment le cache de manière très générique. Ça présente des avantages et aussi des inconvénients. On n'a jamais rien sans rien en informatique, hélas. Donc, avantage principal, on a accès plus rapide à une information. On réduit potentiellement la charge sur des ressources. Donc, par exemple, une base de données, si elle prend trop de CPU, on va chercher à mettre du cache devant pour qu'elle consomme moins et qu'on n'ait pas besoin de scale un serveur, par exemple. Et le plus important, c'est surtout améliorer l'expérience de l'utilisateur. Il va accéder plus vite à votre site, il va pouvoir naviguer plus rapidement. Au final, on développe des applications pour des gens et c'est, à mon sens, ce qui devrait être le plus important, de chercher à améliorer l'expérience des personnes qui utilisent nos applications. Par contre, ça présente des défis, notamment la cohérence des données. On manipule toujours des données, en tout cas très souvent, qui ont des relations entre elles. Donc il va falloir s'assurer qu'elles sont à jour l'une par rapport à l'autre. Et pour ça, il va falloir gérer donc des mécanismes d'expiration et d'invalidation de données. Donc ça nous rajoute un peu plus de complexité.
Je vous ai remis une petite phrase qu'on trouve beaucoup dans les conférences avec le cache, qui est une quote de Phil Carlton, qui parle qu'il y a deux choses très difficiles dans l'informatique. L'invalidation de cache et normalement nommer des choses. Mais j'ai rajouté, vu qu'on est aussi en train de faire du JavaScript, les callbacks asynchrones. Voilà, pour les présentations un peu générales des deux sujets. Dans Next, on va s'intéresser à deux routeurs, car pour la problématique de cache, c'est pas du tout la même chose. Historiquement, Next est sorti avec le page router, qui est un routeur en soi assez simple, avec une API assez minimaliste. Il y a en gros 3 fonctions à connaître. C'est basé sur un système de fichiers, c'est aussi le cas pour le nouveau routeur qui est sorti avec Next 13. On va avoir un dossier page, alors que dans l'autre routeur qui est le app router, on a un dossier app. Ça peut être un très bon moyen de très rapidement dans une appli Next savoir quel type de routeur on utilise. On peut cumuler les deux, mais si on veut. Chaque fichier dans ces dossiers-là va être une route. Et les deux supportent des noms de fichiers dynamiques pour tout ce qui est paramètres d'URL. À l'inverse de Remix, comme on a vu avant, Next ne permet pas du tout d'avoir de la configuration dynamique dans du code. On est obligé d'utiliser le file system. Ça peut faire peur à certains qui n'aiment pas trop ce type de routing, et je les comprends. Voilà, dans le app router, qui est du coup le routeur un peu par défaut maintenant quand on crée une application Next, on a un peu plus de flexibilité sur la gestion des layouts, sur la récupération des données, et on bénéficie surtout des dernières avancées sur React avec du coup la gestion des serveurs components et des serveurs actions. Par rapport à une problématique de cache, avec le page router, on n'a pas grand-chose à proprement parler comme API pour nous aider. On va avoir la méthode getStaticProps qui nous permet de faire de la génération statique de pages. En soi, générer des pages statiquement, c'est un peu une forme de cache. Parce qu'on va potentiellement prendre une donnée assez fraîche via une API ou une base de données et pré-générer du contenu à l'avance pour que les utilisateurs puissent y accéder très rapidement. Donc c'est assez intéressant. On peut le cumuler du coup avec de la revalidation avec l'ISR, du coup pour dire bah tiens, mon CMS il a mis à jour mon blog, je vais invalider toutes mes pages qui sont en blog/. Donc c'est un outil qui est assez puissant. L'autre penchant pour le rendu, c'est le getServerSideProps qui nous permet de faire du rendu côté serveur. Là, on n'a pas grand-chose, si ce n'est ce que vous amenez dans votre infrastructure. Donc, si vous voulez, par exemple, ajouter du Redis, faire de la mémorisation de fonctions à la main, c'est possible, écrire dans un système de fichiers, par exemple. Mais Next, en tant que framework, ne vous propose pas de solution clé en main pour ça, donc c'est à vous de bricoler. Vous avez quand même l'accès au header HTTP, qui est la base dans un framework HTTP quand même, c'est de pouvoir modifier des headers. Et donc par exemple, là, on pourrait, sur une URL, avoir un cache control pour mettre en cache une page pendant 10 secondes, par exemple. Donc ça, c'est pour le page router. Avec le app router, on est rentré dans un autre paradigme où il y a eu plein de fonctions de cache. C'est limite devenu commercial à ce point-là parce qu'on a eu 4 gestions de cache différentes. Le fetch cache, le data, le route et le router cache, que je vais vous présenter maintenant. Le premier cache, du coup, c'est le cache fetch. Donc, à partir de Next 13 ou 14, je ne sais plus exactement, mais ils se sont dit, en fait, toutes les applications, elles font plus ou moins des requêtes HTTP. Et si on mettait fetch en cache par défaut pour tout le monde. Alors, assez puissant. Si vous voulez, c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, tout est en cache par défaut quand on fait une requête HTTP dans Next. Ça veut dire que si vous avez une fonction ici, par exemple, pour récupérer un item qui appelle une API sur item 1, si vous la rappelez plusieurs fois, il n'y aura qu'un appel API exécuté derrière. Donc ça a été assez intéressant. On n'a rien à faire pour que ça fonctionne, c'est déjà implémenté nativement dans le framework. Si on veut avoir plus de contrôle, on peut utiliser le data cache. Alors là, on va utiliser une fonction qui s'appelle unstable cache de Next, qui permet du coup de stocker des données de manière persistante et de l'invalidation. Avec un utilisateur connecté, on va vouloir
récupérer l'utilisateur qui est connecté à plein d'endroits, dans plein de composants et plein de routes différentes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mémoriser cette fonction-là pour éviter d'appeler la DB ou une API à chaque fois qu'on appelle, on récupère l'utilisateur de la session, par exemple. Avec Next15, ce unstable cache, il devient un pragma, donc un use cache. Je l'ai à peine utilisé, je veux dire, dans une démo, mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'utilise en production actuellement. Avec le use cache, on peut... donc c'est hyper puissant. Mais c'est seulement disponible sur la version Canary de Next15 et derrière un feature flag. Donc là, c'est un peu bizarre. Je vais vous parler d'une version 14 et d'une version 15 de Next, et les deux ont des API qui ne sont pas disponibles vraiment en version stable. C'est un classique, honnêtement, de Vercel et Next. Ils vont très vite et ils se protègent en mettant unstable partout ou des feature flags. C'est un classique aussi un peu de l'écosystème JavaScript, mais bon, honnêtement, ça marche bien. La version 14 dont je viens de vous parler principalement, elle marche assez bien. Là, je vous ai mis un tweet de Sébastien Lorbert, qui est une personne assez influente dans l'écosystème React. D'ailleurs, il y a une newsletter, si vous faites de la veille React, absolument incontournable pour faire sa veille React. Et donc, ouais, on a un choix difficile avec deux API unstable. Donc, on a vu le fetch cache, le data cache. Après, il nous reste du coup deux autres caches. Le root cache, faites pas attention aux flèches, c'est un petit souci de slide que j'ai rajouté. C'est la slide d'après les flèches. Après, vous pourrez combiner visuellement dans votre tête si vous voulez. Du coup, le root cache, ça permet de mettre en cache des pages générées statiquement, par exemple. Donc, Next, il va stocker le HTML et les données du JSON de votre page. Et c'est lui qui va gérer comment telle page s'affiche ou non à la volée. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes sur votre home de votre site qui est rendu côté serveur. Vous allez accéder au blog. Il va savoir que le blog il est rendu déjà statiquement. Et il va juste récupérer le JSON et les composants associés à cette page-là. Et ça va être instantané. C'est combiné avec aussi du coup, un autre type de cache qui est le router cache, qui est du coup juste un cache mémoire côté client, où en fait, si vous accédez plusieurs fois à la même URL, il va vous la servir de votre cache. Donc il n'y aura pas de requête HTTP qui est refaite. Donc les petites flèches qu'on voit disparaître, en fait, c'est pour montrer du coup le prefetch. Ce cache de navigation, en fait, il est hyper pratique avec le comportement par défaut des liens dans Next.js, où en fait, ici, par exemple, on a une home d'un site avec un menu, avec 4 éléments, 5 éléments, et en fait, on peut voir des requêtes qui partent alors qu'on n'a fait aucune navigation. C'est des requêtes RSC, vous voyez, en fait. Ça veut dire qu'il récupère, en gros, le JSON, enfin, les données de la page, plus des composants qui potentiellement sont nouveaux dans cette page-là, et il est pré-rend. Ce qui fait que quand là, j'accède à mon cours, donc à ma première page ici de mon menu, ça va être instantané, si le prefetch a été terminé. Alors ça, c'est hyper puissant, parce que du coup, on a l'impression que tous les sites Next.js sont générés statiquement, alors qu'il y a des rendus serveurs et pas mal de mécanismes en place. Faut quand même faire attention, parce qu'on peut s'auto-attaquer si on ne fait pas gaffe, parce que du coup, une seule visite d'un visiteur fait potentiellement 15 requêtes derrière pour afficher d'autres pages. Donc, il faut quand même faire attention. Je vais avancer un peu. Sur l'exemple concret, du coup, Pixel App, c'est un site qu'on a créé donc, du coup, chez Premier Octet, qui est une mini-plateforme e-commerce. Je vais très vite sur la présentation. Et notre objectif, c'était d'améliorer un peu les performances de cette application-là, à la fois sur la partie front produit et à la fois sur les shops que les personnes créent sur ce produit-là. C'est une application multi-tenante, ça veut dire qu'on peut se connecter avec son compte, créer son propre shop et on a son domaine, etc. Donc voilà, on voulait améliorer. On a regardé un peu toutes les pages qui existent. Donc, il y avait 4 cibles très intéressantes. La home de notre plateforme, parce qu'on en parle beaucoup. On veut que quand on accède à la plateforme, ce soit rapide, que ça montre que si on utilise cette plateforme, notre site sera rapide. Donc, c'est important que la home page soit très optimisée. Pareil pour la home de chaque shop. Là, on est dans un contexte e-commerce. On veut que les gens ils accèdent rapidement aux produits. Surtout qu'il y a beaucoup de trafic mobile. On veut que les sites soient assez optimisés et rapides sur ces plateformes-là.
La page produit pour un shop, aussi très importante. Et le blog, parce que c'est une cible très facile. Et on va voir pourquoi. Du coup, en réutilisant un peu toutes les méthodes que je vous ai présentées avant, le Unstable Cache, ça donne quoi sur cette plateforme-là? Alors, on a de la chance. Dans notre implémentation, on avait une fonction qui nous permettait de récupérer un site, de manière générale, donc avec juste le slug du site, la page pour la liste des produits, et le filtre de catégorie, s'il y en a un. Donc, il n'y a que 3 paramètres à cette fonction. Elle est utilisée un peu partout dans notre applicatif. Et donc, avec le Unstable Cache, on va pouvoir la mettre en mémoire, du coup, et servir beaucoup plus rapidement notre applicatif. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on utilise Unstable Cache pour wrapper une fonction dans laquelle on fait nos traitements. Donc là, j'ai mis un rapide exemple sur une requête SQL, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Cette méthode, elle est assez longue et complexe. En faisant ça, la première fois qu'on y accède, du coup, on a toutes ces requêtes qui se lancent, et la deuxième fois, elle est mise en cache. Elle est mise en cache pendant 24 heures, donc on est très confiant sur notre cache. Je ne vous recommande pas de faire ça quand vous apprenez à vous en servir, parce que du coup, si vous vous plantez, vous risquez d'avoir pendant 24 heures une donnée qui n'est pas bonne. Donc quand on itère sur toutes les problématiques de cache, il faut mettre un TTL, un time to live très bas, de quelques secondes, et vous vérifiez que ça fonctionne. Voilà, il y a des tags. Ces tags vont nous permettre d'invalider aussi ce cache-là. Je vais en parler plus tard. Voilà, OK. Et donc, pour invalider le cache, on a une autre méthode qui permet de targeter un tag particulier. Donc là, on a un tag, je crois que dans cet exemple-là, le tag, c'est le nom du shop, normalement. On peut aussi targeter sur une clé de cache. C'est un peu plus compliqué parce que du coup, il faut être sûr de la valeur de la clé de cache. Typiquement, dans l'exemple qu'on avait avant, notre clé de cache, elle est simple, mais à la fois compliquée parce qu'il y a potentiellement des pages, des catégories, et donc c'est une combinaison de tous ces paramètres-là pour invalider une clé de cache. Donc nous, on fait par tag, et on invalide tout un shop, par exemple. Ça, c'est quasiment obligatoire dans un contexte dynamique, c'est-à-dire que là, les contributeurs peuvent créer des produits dans leur shop, donc on veut qu'ils s'affichent directement, donc on va invalider à chaque fois. C'est aussi hyper important pour les utilisateurs qui achètent les produits, parce qu'il y a du stock dans du e-commerce, donc on ne veut pas que quelqu'un puisse acheter en ligne un produit, et on veut que ce soit toujours une donnée à jour, au maximum, tout en étant super rapide. Donc il faut vraiment bien gérer cette invalidation-là. Je vais aller plus vite parce que j'ai 30 minutes. 20 minutes. 20 minutes, ouais, ça va être short. OK. Alors, on va faire plus vite. Je vais juste parler d'un exemple un peu sympa. La home, en fait, on avait un problème, c'est qu'on avait on a sur cette home, tout en haut à droite, normalement, le nom de l'utilisateur quand il est connecté et l'accès à son administration. Et si ce n'est pas le cas, on a un lien secret, un compte. C'est assez commun. Le problème, c'est qu'on doit savoir si l'utilisateur est connecté ou non. C'est un comportement back. Là, on a généré une page statique. Il y a un souci. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le rendu de la page statique. Le JavaScript est exécuté dans votre navigateur. Là, par exemple, on voit avant-après, il y a les sliders qui se lancent, les images qui apparaissent. Et en troisième étape, il y a une récupération de session qui est faite. Et donc, on a un petit flash pour afficher soit les liens inscription, soit le lien pour aller dans notre administration. Ça, comment c'est fait, du coup en fait, dans Next, on a une méthode qui nous permet d'inclure dynamiquement un composant ou pas, selon un contexte de rendu. Donc là, par exemple, on inclut un composant que si on n'est pas dans du rendu côté serveur. Ça veut dire que ce composant, il n'existera vraiment que côté client dans votre navigateur et pas dans votre applicatif Node derrière qui rend la page. Concrètement, avant, ce composant-là, il prenait la session. C'était un server component, il prenait la session du back via une requête SQL. Et il a été transformé avec un hook, donc que côté client. Et il est dynamique, du coup. Et on a résolu notre problème. Voilà, je vais aller plus vite. Ça, c'est une slide pour râler, donc je vais vous la passer. Des points d'attention.
Très important, le cache, il est actif qu'en production dans Next. Ça veut dire que quand vous êtes dans un site de dev, vous ne voyez pas les optimisations que vous faites. Il faut forcément build votre application. Ça, c'est assez contraignant. Je vais rapidement parler du cache HTTP parce que c'est hyper important. C'est limite le cache le plus important et qui sort totalement de Next. Mais vous pouvez mettre du cache HTTP dans une application via les headers de cache control. J'en ai montré un petit peu rapidement. Ça permet à votre navigateur de mettre en cache. Ça, je pense que on le connaît bien. Mais surtout à des serveurs intermédiaires de le faire pour vous. Donc, c'est des serveurs proxy. C'est ce qu'on appelle souvent des CDN. Et c'est hyper important. Pourquoi ? Un exemple concret, alors il y en a plein, il y a Cloudflare, Cloudfront, Vercel, Varnish, si vous faites de l'applicatif vous-même. Ça permet assez facilement de mettre en cache une grosse partie de votre site. Un exemple très concret là pour un client, avec Cloudflare, sans vraiment de configuration, on a réussi à mettre en cache les 4 URL les plus utilisées du site et ça, plus les images, en fait, on a 75% du trafic qui n'atteint jamais nos serveurs. Donc, c'est assez intéressant en termes d'optimisation et de coût derrière. Voilà, ça, c'est aussi une slide pour aller sur Vercel et le pricing. Pour info, on essaie de sortir un peu de Vercel sur nos applicatifs. On a une vingtaine d'applications Next, à la fois pour nous et pour nos clients. Et donc, on essaie de sortir petit à petit. On pourra en parler, si vous voulez, après les talks. Conclusion rapide, désolé pour l'overtime. Du coup, le cache, super pratique pour optimiser les performances. Dans Next, on a pas mal de solutions intégrées, plus ou moins flexibles selon le routeur que vous utilisez. Utilisez-le quand ça a un impact. Ça ne sert à rien de faire du cache pour faire du cache. Il faut qu'il y ait des problèmes de performance, il faut qu'il y ait un besoin vraiment derrière. Faites attention à la validation. Je ne l'ai pas mis, mais il y a un petit historique Git où j'ai commencé à mettre du cache beaucoup dans Next et il y a beaucoup de bug fix le jour d'après parce que je me suis rendu compte qu'il manquait des invalidations à tel endroit, à tel endroit. Donc c'est assez courant. Utilisez les CDN, c'est un outil hyper puissant et assez accessible. Si vous n'avez jamais testé Cloudflare, c'est très rapide à tester. Et attention à la magie de Next et de Vercel, mais je n'ai pas vu les slides pour râler encore, donc si vous voulez râler avec moi après, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Pour les questions. Il y a des gens qui veulent se lancer. Tout d'abord, merci pour la présentation. J'ai juste une question par rapport à la différence entre route cache et router cache. Par rapport à, est-ce que c'est juste le prefetching qui est ajouté dans le router cache quand on fait par exemple le hover dans un lien pour prefetcher les pages, ou il y a d'autres trucs aussi? Parce que j'ai l'impression aussi que avant Next 13 ou la dernière version, je ne me rappelle pas. Il y avait déjà cette possibilité de faire le prefetching. Est-ce que maintenant, il faut le faire manuellement ou c'est déjà... Non, le prefetch, il est automatique. Ce que tu vas plutôt vouloir faire, c'est le désactiver dans certains cas. Typiquement sur tout ce qui est des URL de paiement ou des choses... parfois, si tu veux faire un appel API ou du tracking sur un lien, tu ne veux pas qu'il soit automatiquement prefetché parce que l'utilisateur n'a pas vraiment cliqué dessus. C'est plus l'effet inverse que tu as envie de faire. Et pour répondre à la première question, le routeur cache et route cache, c'est vrai que c'est un petit peu le même. On a l'impression que c'est un peu le même. Là, dans ce slide qui est pris de la doc Vercel, c'est pas moi qui ai fait ce super schéma. Le routeur cache, c'est vraiment ce qui est côté client, donc ce qui dans ton navigateur. Et le route cache, en fait, c'est ce qu'ils appellent, eux, le cache mémoire dans Node, où il sait par segment, par exemple, c'est un peu ce que faisait avec Remix, que, par exemple, ton header et ta navigation, ça fait partie, c'est des segments d'une route, il va les garder et il va reloader que la partie qui change entre les deux. Est-ce qu'il y a une autre question ? Tu peux le dire à 15 cm. Ouais. Alors, en fait, ma première question, c'est au niveau du cache, est-ce que c'est à toi de le délimiter ou il fait automatiquement le choix entre ce qu'il doit garder côté cache, côté client, et ce qu'il doit garder cache côté serveur? Ça, c'est ma première question. C'est lui qui gère. C'est ça qui est assez magique.
c'est aussi le dernier point de ma conclusion. Attention à la magie de Next. Souvent, magie, c'est quand on ne comprend pas, c'est vrai, peut-être qu'on ne comprend pas tout. Surtout qu'ils n'expliquent pas tout, honnêtement, sur Next, c'est aussi un des problèmes. Donc, pour répondre vraiment à la question, quand on invalide, par exemple, là, la fonction de récupération du shop, quand on l'invalide, il arrive à savoir lui-même, en fait, les routes où elle a été appelée. Donc, il gère ça avec des interdépendances de cache. Ce qui fait que si j'invalide cette méthode-là, il sait que tous les shops qui ont été appelés vont être invalidés. Si je me suis utilisé cette fonction-là aussi sur ma home de ma plateforme, elle va être invalidée. Donc, il relie tout lui-même. D'accord. On n'a pas D'accord, mais parce que comme tu fais du développement mobile, est-ce qu'il est en capacité de faire du standalone sur certaines parties du site où tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu veux dire par standalone? En gros, tu es hors connexion. Est-ce qu'il y a des parties qu'il va garder de ton client parce que... Non, enfin ça c'est de la configuration à faire. Okay. Là, c'est un peu plus parce que je pense que tu parles un peu plus des PWA et. C'est de savoir comment il gère le cache en fait. Dans Next en tant que PWA, il fait pas grand chose. Mais ce qui peut se rapprocher un peu d'une PWA, c'est qu'il enregistre en mémoire le cache de navigation. Mais si tu rafraîchis, ce cache de navigation côté client, il est remis à zéro, quoi. Alors que dans une PWA, tu peux aller beaucoup plus loin et vraiment garder des URL en mémoire long terme entre des rafraîchissements, des onglets, etc. Voilà. Et donc, ma deuxième question, celle qui pique un peu plus, c'est à partir du moment où tu sais que Next égale Vercel, est-ce que tu restes sur ce framework-là, même si tu sors avec du Coolify et autres? Je suis très content de cette question. Et très content de Coolify. Je ne sais pas si tu suis ou quoi, mais bref. Il faut qu'on parle de Coolify après. Du coup, on a historiquement commencé... c'est une très grosse question. On a historiquement commencé chez Vercel parce que Next, donc les deux sont très associés. Vercel simplifie énormément la vie pour tout ce qui est du hosting de Next. Il gère énormément de choses, les bulles d'incrémentaux, le cache automatique. Ils ont une DX aussi qui est incroyable. Le problème, c'est que quand on est dedans et qu'on veut faire de la base de données, par exemple, ça peut être beaucoup plus compliqué en termes de prix. C'est pour ça que j'avais une slide dessus. Et selon votre structure, vos équipes, vous pouvez peut-être vouloir chercher autre chose. Nous, c'est notre cas parce qu'on a aussi une appétence sur l'infrastructure et l'hébergement de manière générale. Pas mal de personnes de nos équipes viennent d'un écosystème PHP avec des applications assez lourdes, des hébergements. Donc, on sait le faire. Et même ça, en sachant le faire, on a quand même été attiré par Vercel. C'est quand même ça qui est assez fou. Là, on commence à en sortir de plus en plus. En tout cas sur les applications qui ne sont pas critiques en termes de scaling horizontal, parce que du coup, héberger soi-même son application, ça veut dire aussi la gérer en termes de scalabilité. Et donc, on se tourne vers des solutions comme Coolify pour héberger avec Docker facilement des applicatifs, que ce soit du Next ou autre. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement. Est-ce que tu resterais sur Next? Ah oui, pour le framework, ok. Oui. Mais ma réponse, elle est très orientée business parce que je suis quand même dans une structure qui cherche à avoir du travail sur des frameworks front. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont fait le pari de Next, notamment nous d'ailleurs, et donc on a beaucoup plus de projets par rapport à ça. Cela dit, la plateforme que je vous ai montrée, Pixel.app, au départ, c'était une application Remix. Le problème, c'est qu'on est pas mal de gens, chacun a ses opinions. Et Remix, en tout cas au démarrage, il y a 3 ans au démarrage de la plateforme, c'était pas non plus ce qui marchait le mieux en termes d'écosystème, hein, je parle. Et donc on l'a refaite avec Next parce qu'on maîtrise beaucoup mieux aussi. Voilà. Merci. Merci.